6000 km de forteresse impénétrable, pouf, disparu des radars russes en à peine 96 heures. Un effondrement tellement absurde que même le plus fou des manuels de stratégie militaire n'y croirait pas. L'état-major avait pourtant passé des mois à farmer comme des dingues, transformant la région de Kharkiv en un donjon blindé d'acier et de béton, jalousement gardé par leurs guildes les plus élitistes et suréquipés. Mais au matin du 6 septembre 2022, bam! Tout ce beau réseau défensif s'est évaporé comme une flaque d'eau au soleil. L'histoire de ce troll magistral contre l'armée russe ne commence pourtant pas par une pluie de missiles apocalyptiques, ni par un assaut frontal suicidaire. Non, ça commence par une masterclass de manipulation mentale et une attaque purement fantôme. Pendant des semaines, le haut commandement ukrainien a hurlé ses plans sur tous les toits. Et regardez-nous, on va tout casser dans le sud, à Kherson, annonçait-il avec la subtilité d'un éléphant. Ils déplaçaient leur équipement lourd en plein jour, limite en klaxonnant pour qu'on les voit bien. Ils laissaient même fuiter leur communication vocale exprès pour faire monter la hype. Et devinez quoi? Les satellites et les espions russes ont avalé l'appât, l'hameçon et même la canne à pêche. Complètement paniqués par ce faux aggro géant, les boss russes ont carrément déserté leur défense au nord. Ils ont pris leurs joueurs de niveau max, les parachutistes vétérans et les tanks lourds, pour les expédier FISA vers le sud par le premier train. Résultat, ils ont laissé derrière eux une coquille vide, remplie de recrues niveau 1 en pleine déprime, et quelques gardes de sécurité de base pour défendre le front nord, le point vital de la carte. L'illusion était totale, le piège à loup géant venait de se refermer avec un clic glaçant. À exactement 6 h du matin, ce fameux 6 septembre, le rideau de fumée s'est dissipé. Le véritable marteau du jugement n'a pas frappé au sud, mais pile sur les lignes russes toutes fragiles du nord près de la ville de Balaklia. Surprise les gars, les défenseurs dans leurs tranchées s'attendaient à un duel d'artillerie lent façon jeu de société au tour par tour. À la place, ils se sont mangés un rush éclair motorisé qui ressemblait plus à une nuée de frelons enragés sous boisson énergisante qu'à une armée classique. Les forces spéciales et l'infanterie ultra rapide ont tout simplement snobé les checkpoints blindés. Une esquive parfaite. Pas de gros tanks lourds et lents pour percer le front. C'était devenu beaucoup trop has-been. Ils ont débarqué avec des flottes de Humvee légers et surboostés, crachant le feu avec leurs mitrailleuses de calibre 50. Ces bolides sans armure sprintaient à travers champs à 80 km/h. Ils esquivaient royalement les routes principales où l'artillerie ennemie campait déjà la zone. Les commandants russes ont eu à peine quelques minutes pour comprendre le cauchemar qui leur tombait dessus. « Appelez du renfort aérien !» criaient-ils. Mais les hackers ukrainiens avaient déjà aveuglé tout leur réseau. Les postes de commandement locaux se sont retrouvés dans un silence radio absolu, bug de connexion totale. Le temps que les pauvres recrues captent qu'elles étaient en plein raid, les Humvee ukrainiens farmaient déjà à 10 km derrière leur propre ligne. Les règles du jeu venaient d'être piratées en une fraction de seconde. Car une muraille n'est rien si les gardes ne peuvent pas communiquer entre eux. Et là, les Russes étaient devenus sourds, aveugles et complètement encerclés. Fin de partie. Ce qui a suivi, un crash système monumental, une paralysie opérationnelle infectant toute la chaîne de commandement. La vitesse dingue de l'avancée ukrainienne a créé un lag monstrueux dans la transmission des informations. Les généraux russes, bien au chaud dans leurs quartiers généraux à 50 bornes de là, fixaient leurs cartes, qui avaient littéralement 12 heures de retard sur la réalité du serveur. Ils balançaient des frattes sur des zones que les forces ukrainiennes avaient déjà nettoyées et quittées depuis des lustres. Pendant ce temps, sur le front, les soldats russes vivaient le pire film d'horreur de leur vie. Soudain, le grondement terrifiant des moteurs diesel résonna, juste dans leur dos, depuis une zone qu'ils croyaient totalement sécurisée. Le choc psychologique de se faire prendre à revers allait être dévastateur. Se faire prendre de vitesse à 50 km/h a complètement pulvérisé leur envie de se battre. En 36 heures chrono, la fameuse retraite stratégique est devenue un sauve-qui-peut totalement chaotique. La prétendue invincible machine de guerre s'est effondrée de l'intérieur, comme un vulgaire château de cartes. Les soldats en pleine crise de panique arrachaient leurs propres uniformes et jetaient leurs gilets lourds, allant jusqu'à voler les vélos des civils pour pédaler à toute vitesse hors du piège qui se refermait. Ils ont littéralement tout largué sur place. Le volume absurde d'équipements de haut niveau, abandonnés sans la moindre égratignure, tenait du pur délire. Des entrepôts entiers bourrés de milliers d'obus, des millions de munitions légères et des rangées entières de missiles anti-chars ultra précis ont été laissés là, les portes grandes ouvertes, comme un buffet à volonté géant. Le grand méchant loup s'était transformé en proie transpirante
et tout le flanc nord était en pleine chute libre sans parachute. La taille cosmique de cette humiliation a sauté aux yeux quand l'avant-garde a foncé droit vers la zone stratégique d'Izio. Cette ville, c'était censé être le joyau absolu, le cœur battant de leur dispositif nord. Une base logistique titanesque qui contrôlait toutes les portes du front de l'Est. Pour la défendre, des bataillons d'élite armés des soi-disant terrifiants chars T-80. Ces monstres d'acier de 46 tonnes crachaient le feu avec leurs turbines et leurs méga blindages. Chacun coûtant des millions de dollars sortis tout droit du portefeuille de l'État. Et pourtant, quand nos héros sont arrivés aux portes de la ville, c'était le silence radio. L'équipage entier s'était fait la malle en mode furtif. Ils ont lâchement planté leurs joujoux à plusieurs millions au beau milieu des buissons. Des réservoirs étaient pleins à craquer, l'inventaire débordait de munitions explosives et le tout était en parfait état de marche, prêt à servir. Le clou du spectacle, dans certains camps, l'infanterie est tombée sur des cantines avec des plateaux repas, fumant encore sur les tables pendant que les radios grésillaient toutes seules dans le vide. Ces types avaient fugué avec une telle frousse qu'ils n'ont même pas pris une misérable seconde pour effacer leur code secret ou saboter leur machine. De vrais joueurs débutants. En l'espace de 4 jours, les troupes ont réussi à looter plus de blindés lourds fonctionnels sur le dos des fuyards qui n'en avaient perdu durant les 6 derniers mois entiers. De combats acharnés. Le véritable secret derrière ce plantage monumental de l'ennemi se résume à une banale erreur de maths. Typiquement, une batterie d'artillerie adverse a besoin d'une bonne quinzaine de minutes de lag entre le moment où le radar repère une cible et la seconde où leur gros obus de 152 mm touche enfin le sol. Sauf que l'avant-garde ne jouait plus du tout avec les règles classiques. Ils déboulaient en colonne légère, farmant le terrain à plus de 60 km/h. En pleine zone ouverte, le temps que les observateurs en sueur valident le ping, ils envoient l'ordre de tir et calculent lourdement leurs équations balistiques. Nos unités étaient déjà à 6 km de la zone de frappe, en mode intouchable. Les artilleurs pompaient littéralement leurs munitions dans le vide pour abattre des fantômes. Toute leur hiérarchie a fait un écran bleu face à cette masse de données totalement buggées. Leur réseau de communication, tournant sur des vieux talkie-walkie même pas sécurisés, ont craché sous les cris de panique de centaines de checkpoints en train de s'effondrer. Et quand les boss de l'artillerie ont finalement obtenu les bonnes coordonnées sur leur carte, la terrifiante vérité les a frappés de plein fouet. Les assaillants sprintaient tellement vite qu'ils étaient carrément entrés dans la zone d'angle mort de leur propre canon lourd. Appuyés sur la gâchette revenaient à vaporiser leur propre fuyard. Tout le système, l'ancienne méta basée sur de gigantesques murs d'artillerie lents comme des escargots, était complètement explosé par la vitesse pure. Pendant que l'artillerie russe transpirait sur des calculs de géométrie impossibles, les commandants ukrainiens avaient littéralement activé un Wallach divin. Et attention, pas grâce à un réseau de satellites pay to win à plusieurs millions de dollars, mais avec de simples drones du commerce bidouillés en secret dans des caves de geeks. Le 8 septembre à 9h tapante, une véritable nuée de petits quadricoptères low cost a recouvert le ciel au-dessus de la rivière Oskil. Chaque petit jouet volant coûtait environ 2000 $. Pourtant, ils ont humilié une ligne de défense à 1 milliard. Le ratio est juste absurde. Confortablement installés dans leur bunker à 20 km à l'arrière, les opérateurs ukrainiens balançaient les coordonnées en direct aux colonnes de blindés qui rushaient la carte. Dès qu'un convoi russe en fuite tentait de se regrouper à un carrefour, comme des PNJ perdus, un drone les spotait direct et en exactement 45 secondes, montre en main, une pluie de roquettes téléguidées s'abattait sur eux telle une punition divine. Les fameux brouilleurs russes censés bloquer les signaux sur un rayon de 50 km étaient mystérieusement AFK. Les services de renseignement ukrainiens avaient passé les 3 dernières semaines à traquer la signature thermique exacte de ces véhicules comme des ex-obsessionnels. Au lancement du Blitzkrieg, ces systèmes de brouillage ont été les tout premiers à se faire one-shot par des missiles anti-radar ultra spécialisés. Aveugles, sourds et traqués sans pitié depuis le ciel, les officiers russes ont carrément perdu leur connexion au serveur, impossible de donner des ordres. Leur poste de commandement était soit désintégré avec précision, soit abandonné dans un rage kit général. La situation est devenue totalement hors de contrôle quand les forces russes en déroute ont convergé vers les rares voies d'évasion encore ouvertes vers les frontières de l'Est. Des dizaines de milliers de soldats en pleine crise de panique, mélangés à des collaborateurs civils, ont créé le pire embouteillage de l'histoire sur les pontons de la rivière Oskil. L'avant-garde ukrainienne, sentant l'odeur du sang et des points d'expérience faciles à plein nez,
a poussé ses moteurs dans le rouge absolu pour refermer ce piège mortel. À 14h30 tapante, une colonne d'infanterie mécanisée ukrainienne a sécurisé la colline dominant le point de passage principal. Ils avaient littéralement le high ground. La scène qui se déroulait en dessous était un cauchemar logistique, tellement énorme que c'en devenait conique. Des blindés, des camions de ravitaillement et même des voitures civiles volées étaient bloqués pare-choc contre pare-choc sur 3 bons kilomètres de file indienne. Les officiers russes, dont l'autorité avait fondu plus vite qu'une glace au soleil face à la panique, faisaient littéralement du catch avec leurs propres subordonnés pour une place dans les camions. La grande et stricte hiérarchie militaire s'était transformée en un gigantesque mode Battle Royale, chacun pour soi. Les forces ukrainiennes n'ont même pas eu besoin de transpirer dans un assaut frontal coûteux pour nettoyer la zone. Ils ont juste posé leurs mitrailleuses lourdes tranquillement et leurs missiles anti-chars sur la crête, verrouillant la sortie de la carte. Game over. Les soldats russes piégés se sont heurtés à une équation mathématique plutôt déprimante. Ils étaient bloqués par une rivière profonde, encerclés par des tryharders surmotivés, et avaient la jauge de diesel complètement à zéro. Oups. Le volume astronomique de butin militaire récupéré dans cet encerclement chaotique a purement et simplement cassé l'équilibrage stratégique de tout le front Est. Un vrai patch de mise à jour. Les équipes logistiques ukrainiennes qui suivaient les combattants comme de vrais gobelins au trésor ont failli faire un burn-out en tentant de cataloguer cette richesse abandonnée. Des gares entières ont été trouvées, chargées de centaines de blindés flambant neufs, sagement emballés et prêts à l'emploi. Merci pour le loot gratuit. Des ordres qui ne sont jamais arrivés à destination. Cachés au cœur des forêts de pins, ils ont déniché le jackpot, de véritables dépôts de munitions secrètement camouflés, contenant plus de 300 000 obus d'artillerie lourde, / de quoi raser une chaîne de montagnes entière. Ce n'était plus une simple victoire tactique, / oh que non. C'était tout simplement le plus gros transfert d'équipement militaire gratuit / depuis la fin de la guerre froide. L'armée ennemie s'était transformée, bien malgré elle, / en livreur VIP d'armes lourdes pour les forces ukrainiennes, / merci pour le butin. À peine 48 heures après avoir été lâchement abandonnés / par des équipages en pleine panique, ces mêmes jouets coûtant des millions de dollars ont été retournés pour cracher le feu sur leurs anciens propriétaires. Un retour de karma absolu. Le coup de massue psychologique pour le haut commandement, absolument incommensurable. Leurs cerveaux ont dû bugger. Ils n'avaient pas seulement perdu 6000 km² / d'un territoire stratégiquement vital, mais ils venaient de voir voler en éclats / le mythe légendaire de leur propre invincibilité / l'armure ultime était en carton. Cette fameuse forteresse impénétrable / qu'ils avaient mis si longs mois à bâtir, totalement pulvérisée et démantelée / en seulement 4 petits jours de chaos absolu / quel speedrun. Pendant ce temps, au centre de contrôle de la défense nationale à Moscou, à près de 700 km du front, la carte stratégique saignait d'un rouge écarlate. C'était la panique totale à bord. Les commandants opérationnels fixaient leurs écrans avec des yeux ronds / contemplant l'échec catastrophique de leur précieux réseau de communication crypté. Ils y avaient pourtant englouti des centaines de millions de dollars. Un réseau militaire numérique high-tech / prétendument impossible à pirater / la blague de l'année. Le seul petit hic, ce système de génie dépendait massivement des antennes relais civiles locales pour fonctionner correctement. Alors, quand les forces ukrainiennes ont avancé à la vitesse de l'éclair / leurs unités de guerre électronique ont tout simplement débranché la prise. Couper les réseaux électriques commerciaux / et les infrastructures cellulaires de toute la région / facile comme un jeu d'enfant. Leurs radios numériques hors de prix / se sont instantanément transformés en de vulgaires presse-papier. De simples briques inutiles / dans les mains d'officiers qui couraient déjà pour sauver leur peau. Privé de son épine dorsale numérique / le commandement ennemi a dû diffuser son désespoir en mondovision, directement sur des fréquences analogiques non cryptées. Imaginez les officiers du renseignement ukrainien avec du popcorn dans leur bunker sécurisé, en train d'écouter cet effondrement pathétique en direct. Ils entendaient des colonels en larmes supplier pour un soutien aérien fantôme qui n'arrivait jamais, et des généraux hurlaient des menaces dans le vide contre des recrues en fuite, leur promettant les pires châtiments. La belle illusion d'une armée d'élite coordonnée venait de s'évaporer en fumée, perdue dans le spectre électromagnétique / remplacée par la réalité brutale d'une armée totalement brisée.
qui cherchait désespérément à sauver ses miches. Mais le coup de grâce de cette occupation est tombé comme un coup près quand l'avant-garde ukrainienne Slash a atteint les portes de la ville de Kupiansk. Le 10 septembre, et attention, cette ville n'était pas un simple point sur la carte, loin de là. C'était le cœur palpitant, Slash l'artère ferroviaire centrale qui nourrissait toutes leurs machines de guerre. Dans le secteur Est, absolument tout, de la moindre cartouche à la dernière goutte de diesel, jusqu'au plus petit paquet de rations Slash dont dépendaient des dizaines de milliers de soldats ennemis. Tout devait transiter par les gares de triage de Kupiansk. Et le comble dans l'histoire, c'est que cette armée était pathétiquement dépendante de ces trains. Ils n'avaient tout simplement pas les flottes massives de camions de transport lourd nécessaires Slash pour ravitailler une telle force uniquement par la route. Slash échec et mat stratégique. Quand ils ont compris que personne ne viendrait les sauver, Slash, boum, un exode massif s'est déclenché. Une véritable débandade digne des heures les plus sombres Slash du XXe siècle. Slash, c'était le sauve-qui-peut général. Les fantassins ont lâché leurs bunkers surfortifiés Slash sans même jeter un dernier regard, abandonnant derrière eux des systèmes de missiles anti-aériens dernier cri, des jouets à 15 millions de dollars pièce laissés sur le trottoir. Dans leur désespoir, ils ont braqué des véhicules civils, Slash barbouillé les plaques d'immatriculation à la va-vite. Et ont fui vers l'est en écrasant l'accélérateur, jusqu'à ce que les moteurs crachent leur dernière goutte de carburant. Et tout cela, Slash, en l'espace de 144 petites heures. Slash, le sablier s'était vidé à une vitesse fulgurante. L'armée ukrainienne venait de reconquérir victorieusement Slash plus de 6000 km² de son territoire souverain. Slash, pour mettre cette vitesse hallucinante en perspective, l'armée ennemie avait passé les 150 derniers jours à transpirer à grosses gouttes, sacrifiant des dizaines de milliers de figurants juste pour ramper sur une fraction de cette misérable distance. Pitoyable. Mais nos héros, ils ont réussi le speedrun ultime de cette guerre avec presque rien. Zéro armure légendaire, zéro dragon de soutien aérien, juste du pur génie et de l'audace. Ils ont remplacé la force brute par des sprints de folie et des illusions dignes des meilleurs mages. Un véritable cours magistral de troll psychologique. Et le plus drôle, la capture de plus de 400 pièces d'équipements ennemis tout neuf a littéralement fait monter notre escouade de plusieurs niveaux. Merci pour le butin gratuit. Ils étaient devenus bien plus surpuissants qu'au début de la partie. Les fameuses murailles défensives que les vilains avaient mis 6 mois à construire, totalement snobées, isolées, les gardes ont juste baissé les bras sans même lancer un seul sort d'artillerie. Tout ce gameplay ennuyeux et lent a été instantanément brisé en 1000 morceaux par l'énergie délivrante d'un road trip destructeur à la vitesse de l'éclair. Le grand final de ce spectacle comique s'est joué au bord d'une petite rivière, juste à l'extérieur du petit village d'Oskil le 11 septembre. Imaginez la scène, une bande de 150 soldats totalement paniqués, tremblant de peur derrière 12 misérables boîtes de conserve blindées, essayant de former un bouclier. Ils pointaient leurs petits canons de 30 mm vers la route principale, en sueur. S'attendant à voir débarquer le boss final en armure lourde, plot twist, nos héros ne sont même pas venus, ils ont juste utilisé le pouvoir terrifiant des maths et de la vitesse. À exactement 16h45, une petite équipe furtive, planquée à 3 km de là, a lâché son petit drone d'observation. Envole-toi, petit oiseau. 40 minuscules secondes, c'est tout ce qu'il a fallu au pilote pour dire « Coucou, je vous vois ». Les moteurs ennemis brillaient dans les buissons comme des guirlandes de Noël sur son écran thermique. Digne, les coordonnées ont été envoyées directos au gros bras de l'artillerie mobile, qui sirotait leur café à 15 km plus à l'ouest. Livraison express en approche. Le chef ennemi a eu très exactement 2 minutes et 10 secondes pour réaliser sa gigantesque boulette. Prévenu uniquement par le sifflement hilarant des obus de 155 mm qui lui tombaient sur le nez. Et la première salve n'a même pas daigné viser leur pauvre véhicule. Elle a juste balancé une pluie de confettis explosifs hyper sophistiqués en plein milieu de leur seule porte de sortie. Quel dommage. Boum, la route s'est transformée en une gigantesque râpe à fromage mortelle, enfermant les méchants dans le pire coin punition de toute l'histoire. Moins de 4 minutes, c'est le temps qu'il a fallu pour vaporiser toute l'équipe, sans qu'un seul de nos héros n'ait à venir se salir les mains en face à face.
Quel manque de respect! Pendant que les grosses explosions faisaient le ménage dans l'armure lourde, l'infanterie légère a débarqué pour passer le balai avec une efficacité presque insolente. Vroom! 3 colonnes de véhicules sans aucune armure, roulant à 70 km/h, ont snobé les carcasses fumantes pour foncer droit dans la zone VIP ennemie. Les gardes du corps de cette zone de stockage étaient complètement à l'ouest, ne voyant rien venir. Jusqu'à la toute dernière seconde. À 17h30, le premier véhicule héros a sauté au-dessus d'une colline avec un grand surprise devant une réserve d'armes géantes. Le trésor était gardé par environ 200 petits nouveaux dont les téléphones ne captaient même plus le réseau, complètement coupés de leur chef. Voir les monstres ennemis popper de nulle part, directement dans leur propre dos, a fait complètement bugger leur cerveau, bien plus fort qu'un coup de poing. Nos tireurs n'ont même pas eu besoin de toucher à leurs énormes mitrailleuses de calibre 50, car la simple vue de ces démons de la vitesse, combinée à leur panique aveugle, a provoqué un spectacle absolument hallucinant. L'intégralité de la garnison russe a jeté l'éponge dans la seconde. Ces soldats ont balancé leurs fusils par terre, désertant leur poste fortifié en un éclair, pour avancer sagement vers les Humvee, les mains bien en l'air, l'ego totalement brisé. Chrono en main, en moins de 20 petites minutes, ce nœud de ravitaillement ultra stratégique qui renfermait la bagatelle de 40 000 obus d'artillerie et 2 millions de cartouches a été empoché avec une insolence pure, sans qu'une seule goutte de sang ne soit versée. Un braquage parfait. La sacro-sainte doctrine militaire russe, bâtie sur une hiérarchie ultra rigide et une puissance de feu colossale, a complètement bugué. Elle ne possédait aucune équation mathématique pour contrer un adversaire qui foudroyait le champ de bataille plus vite que ses propres ondes radio.